le GIEC, proprement dit, a été créé en 1988. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a deux organismes qui ont constitué le parrainage, en quelque sorte, de ce groupe. C'est l'Organisation météorologique mondiale, donc une organisation plutôt scientifique, on va dire. En tout cas, effectivement, il y a un groupe qui rassemble les chercheurs, le programme donc international de recherche climatique, mondial de recherche climatique, et puis le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc une institution plutôt qui réunit des représentants gouvernementaux. Donc il y a toujours cette double affiliation, c'est important dans la réalisation des rapports du GIEC successifs et dans leur utilisation par la suite. Alors donc le rôle du GIEC, c'est quoi? C'est de faire en fait un état des lieux, évaluer sans parti pris de façon méthodique, ce sont les termes qui sont utilisés dans les attendus de la création, claire et objective, les informations scientifiques, techniques et socio-économiques sur le changement climatique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. L'outil est, et donc on va voir que dans la structure des rapports même, bon, on va retrouver ces différentes thématiques. Donc ces rapports, ces documents qui émanent de ce groupe d'expertise, ils sont soumis à un contrôle, double contrôle justement, on retrouve cette double affiliation, contrôle scientifique par des pairs, comme les publications scientifiques, et d'autre part à un examen par les gouvernements. On va voir de quelle teneur est cet examen en fait. Donc les évaluations, c'est important de le dire, doivent être, en théorie, sont pertinentes pour la conduite de politique, mais ne sont pas normatives. Il n'est pas question pour le GIEC de faire des recommandations au gouvernement. Ce n'est pas l'objet, mais c'est plutôt une aide à la décision publique, et d'ailleurs pas que politique, puisque les rapports sont utilisés aussi, évidemment, par le public général, par des associations, par des entreprises, etc. Alors, l'organisation. Mais dans l'organisation, on va retrouver un groupement en trois volets. Un groupe de travail, un qui sera sur les éléments scientifiques, un groupe de travail sur les conséquences, l'adaptation et les vulnérabilités, et le groupe 3 sur l'atténuation du changement climatique. Donc on retrouve les trois éléments qui étaient dans la phrase qui était sur le rôle du GIEC au départ. Et puis une composante supplémentaire qui est connue, c'est que le GIEC définit des méthodologies pour estimer les émissions de gaz à effet de serre par les différents pays. Ça doit être évidemment très normalisé et standardisé. C'est ce qui est fait grâce au travail de ces groupes-là qui se réunissent assez régulièrement. Alors donc, dans la gouvernance, on a une assemblée plénière qui réunit des représentants gouvernementaux, un bureau, seulement 34 membres. En fait, des membres du GIEC, il n'y en a que 34 dans le monde. Les autres, ce sont des contributeurs, ce sont des auteurs pour différents rapports successifs. Voilà, donc juste quelques éléments pour préciser davantage. Donc le GIEC, dans le nom, c'était déjà dit, il est intergouvernemental et 195 pays en fait sont concernés, ont adhéré à la création de ce groupe. Donc il se réunit au moins une fois par an, en tout cas pour les sessions plénières, et bien plus, bien évidemment, pour les groupes de travail qui écrivent les rapports. Alors le bureau, 34 membres, je le disais, il est élu par les représentants des gouvernements et il donne des lignes directrices sur les aspects scientifiques et techniques des travaux du groupe et les avis sur des questions stratégiques. Donc c'est déjà à ce niveau-là que sont discutés quels vont être les différents rapports, les contenus des différents rapports, et en particulier les rapports spéciaux, parce qu'il y a des rapports d'évaluation tous les 5 à 6 ans, comme celui qui est en cours de rédaction pour la version finale. Le dernier volet, c'est cette semaine, c'est en cours et on en parle finalement relativement peu, mais normalement lundi sera publié le rapport de synthèse du 6e rapport du GIEC, donc a priori lundi, ou à moins que ça se prolonge de quelques jours. Mais donc c'est au niveau de ce groupe que se définit la constitution de ces rapports de synthèse, mais aussi des rapports d'évaluation et aussi des rapports spéciaux. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors donc actuellement, par exemple, une Française qui fait partie de ce groupe, c'est Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez peut-être, chercheur de renommée internationale dans le domaine de la paléoclimatologie. Donc les auteurs produisent des rapports et sont réunis en 3 groupes, donc c'est ce qui était indiqué sur la diapositive, et donc une équipe spéciale sur les inventaires.
Alors, pour donner un exemple du temps long que constitue la rédaction d'un rapport, là, j'ai extrait enfin, voilà, l'agenda qui avait été défini pour le volet 1 du 5e rapport du GIEC. C'était donc en 2013. Et en fait, la réflexion, on l'avait commencé déjà en 2009 sur le cadrage de l'évaluation, donc justement au niveau du bureau. Ensuite, donc il a fallu attendre 2011 pour qu'on arrive à une version, un premier brouillon du rapport. Et vous voyez ensuite qu'il y a eu plusieurs brouillons successifs, il y en a eu 3. Et chacun de ces brouillons, enfin, le premier est soumis à un petit groupe d'experts. Là, c'est vraiment bon, par cooptation. Par contre, pour la version 1 et la version 2, il faut se porter candidat pour être expert réviseur du rapport. Et c'est en fonction, on peut être retenu, donc avoir accès au contenu du brouillon selon en fait, ses qualifications en termes scientifiques sur les sujets que l'on compte expertiser. Et puis, donc, 2 volets successifs. Et on voit au deuxième volet, version 2, de ce brouillon, une revue par les gouvernements. Alors, revue par les gouvernements, en réalité, les gouvernements désignent d'autres groupes plus larges. En France, c'est par exemple des membres de l'Académie des sciences ou de l'Académie voilà, des SH, c'est l'hydrologie France, la Société de l'hydrologie de France, par exemple. Voilà. Donc, ça peut être des experts dans un spectre plus large de discipline et d'expertise. Voilà, donc la version finale, elle est approuvée dans une réunion plénière avec cette fois une revue gouvernement avec donc une approbation, un processus d'approbation et d'acceptation du rapport. Mais il est bien important de souligner que le rapport scientifique, lui, n'est pas modifié. Ce qui est modifié, c'est le résumé, ce qu'on appelle le résumé pour décideur, qui est une façon de faire s'approprier par les représentants du gouvernement les contenus scientifiques des rapports, parce qu'il y a eu toute une polémique sur la physique, le fait qu'on vote sur la science, non, ce que disaient des climato-sceptiques dans les années 2009-2010, non, on ne vote pas sur le contenu du rapport, on vote sur les termes du résumé pour décideur, qui est qui est d'abord écrit par les auteurs et qui peut être ensuite modifié au fur et à mesure des débats, des délibérations, sans déformer le contenu scientifique, évidemment, des messages qui sont dans le rapport. Il lui fait plusieurs pages. Donc, vous voyez que dans ce processus, il y a forcément un décalage, c'est un processus long. Et par exemple, on ne peut tenir compte dans cette expertise que des articles qui ont été publiés quelques mois à l'avance, parce qu'il y a donc il y a un prérequis, c'est que ces articles aient été acceptés par la communauté scientifique et qu'ils soient même sous presse. Donc, contrairement à ce qu'on a connu pendant le Covid, par exemple, où on voyait des articles qui étaient publiés, qui apparaissaient alors qu'ils n'avaient pas été révisés par des pairs. Et donc, même, bon, il y a même des mesures gouvernementales, j'en ai en tête, je ne vais pas le dire ici, parce que je n'ai pas le temps, mais qui a été prise sur la base d'articles qui n'avaient pas été révisés par les pairs. Alors, donc, les messages clés sur de l'attribution des causes du changement climatique, puisque c'est le thème, le fil conducteur un peu de la présentation, je vais reprendre les 10 rapports successifs. Donc, il y en a eu 5. Enfin, 1992, c'était qu'une version un peu du rapport de 90 spécifique au bilan radiatif de la Terre. Mais donc, je vais extraire de ces différents rapports successifs, rapports d'évaluation jusqu'au 5e en 2013, je vais extraire les phrases clés qui concernent l'attribution des causes du changement climatique. Alors, ce qui a été écrit en 1990 dans le tout premier rapport, c'est qu'il faudra attendre probablement une décennie au moins avant de détecter l'accentuation de l'effet de serre à partir de seules observations. Donc détecter l'accentuation de l'effet de serre, donc ce n'était pas encore fait dans les années 90, et il y avait une prévision que ce serait fait, c'était pareil en 92, c'était la même phrase, que ce serait fait dans une décennie. Alors une décennie plus tard, on n'y était pas encore en 95, mais déjà à ce moment-là, il commençait à y avoir de premières études sur l'attribution. Et la phrase clé, c'était un faisceau d'éléments suggère qu'il y a une influence perceptible, c'est vraiment très prudent, hein, de l'homme sur le climat global. Et puis c'est devenu l'essentiel du réchauffement observé ces 50 dernières années est probablement dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. C'est le troisième rapport
Et ça, donc, c'était bien 10 ans finalement. La prévision qui avait été faite dans le premier s'est réalisée. Alors, probablement, dans le langage très calibré, très standardisé d'incertitude du GIEC, ça veut dire 2 chances sur 3. Enfin, voilà, c'est 67%. Et puis, c'est devenu très probablement, je ne détaille pas la phrase, mais l'idée est la même. Donc, dans le quatrième rapport, ça veut dire 90% de chances que ce soit le cas. Et puis on passe à 95%. Dans le cinquième rapport, l'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. Il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Ça, c'était donc en 2013, et on verra tout à l'heure quand on dit le tout dernier rapport de 2021. Alors, les derniers rapports, justement, donc après le rapport de 2013, il a servi à alimenter la conférence de Paris, que vous connaissez bien sûr, puisqu'il y a des conférences des parties tous les ans. Ça a été décidé à Rio, à la conférence de Rio sur l'environnement en 92. Et donc, mais il y en a qui comptent davantage que d'autres. La COP 21, c'était celle du fameux accord de Paris, dans lequel on peut lire qu'il faut renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. En fait, il faut traduire, c'est la fin du 19e siècle, puisqu'on n'a pas d'estimation précise de la température au milieu du 18e siècle, mais elle était plutôt plus froide qu'à la fin du 19e siècle. Mais pour une autre raison, plutôt une variabilité climatique naturelle, puisque on était en plein petit âge glaciaire à ce moment-là. Donc, une autre phrase clé du rapport, c'est que pour la première fois, les COP ont commandé un rapport à la communauté scientifique. C'est un rapport sur le réchauffement planétaire à 1,5 degré, parce qu'on se demandait est-ce que finalement un demi-degré, ça fait la différence. C'est vraiment important. Alors, je ne donne qu'une conclusion. La réponse est oui. Un demi-degré, ça compte. On voit vraiment des différences dans les impacts et conséquences des changements climatiques avec seulement un demi-degré de différence à l'échelle planétaire. Alors donc, il y a eu depuis donc, en 2018 ce fameux rapport, donc 1,5 degré, qui dit cela, un rapport sur les océans qui a été publié en 2019 et un rapport sur les terres émergées qui est aussi un rapport sur l'alimentation. Là, ces deux derniers, même sur le rapport sur 1,5, ce sont des rapports spéciaux. Donc, parce qu'entre les rapports d'évaluation, entre le cinquième et le sixième auquel j'arrive maintenant, donc il y a des publications de rapports spéciaux qui nécessitent des groupes de travail de moins non, les scientifiques qui y travaillent sont moins nombreux, mais c'est quand même des rapports assez complets sur les sujets qui sont traités. Donc le sixième, on y est, et on s'attend donc à la conférence des parties, la COP28 de la fin de cette année 2023, un premier bilan mondial donc sur les évolutions, sur les réductions des émissions essentiellement, et sur l'application des engagements qui avaient été pris à la conférence de Paris et l'engagement futur. Donc cette conférence des parties cette année va être aussi très importante. Voilà, donc juste pour donner une idée des centres, là je suis plutôt sur le volet base scientifique du changement climatique, volet 1. Donc, ce sur quoi s'appuient les experts pour faire leurs évaluations, surtout là des projections futures, des scénarios futurs de changement climatique. Ce sont des groupes de modélisation qui sont répartis dans le monde entier. Donc, vous voyez qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a en Europe, bien sûr, et il y en a même en Russie aussi, et dans le sud-est asiatique. Et donc, tous ces groupes-là mettent au point des modèles qui représentent le système Terre, même si le terme est un petit peu abusif. Ce sont des modèles qui sont capables de simuler l'évolution du climat, mais évolution du climat passé comme évolution du climat futur. Et il y en a deux, dont un à Toulouse, voilà, donc Météo France, le CERFAX, le Centre national de recherche météorologique, donc, dont je faisais partie, continue évidemment à travailler là-dessus, est un de ces groupes. Un autre, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a été dirigé par Jean Jouzel, qui est d'ailleurs président de notre association, pour le dire. Donc voilà, donc le rôle des activités humaines sur le climat. Donc je vais revenir sur les points clés finalement du tout dernier rapport cette fois. Donc la phrase, vous l'avez vu jusqu'au cinquième rapport,
On va venir à la phrase qu'on peut extraire sur ce sujet dans le tout dernier. Mais puis, je vais aussi particulariser à des faits nouveaux la capacité d'attribuer l'impact des effets des activités humaines sur des événements extrêmes, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 10 ans, pratiquement. Voilà, donc finalement, les figures que j'ai prises là, ce sont des figures qui sont dans le résumé pour décideurs, donc qui est évidemment accessible, on le trouve sur Internet. Donc, en particulier, donc celle-ci qui représente l'évolution, la variation de la température moyenne de la planète observée ou reconstruite, parce que évidemment, avant qu'on ait développé le réseau d'observation météorologique dans la deuxième partie du 19e siècle, on ne dispose que d'indicateurs paléoclimatiques comme la densité des cernes d'arbres, des carottages dans les glaciers. Enfin, on peut reconstruire la température comme c'est fait ici, avec une incertitude qui est représentée par la zone grisée autour de la courbe. Et là, on a enlevé la moyenne 1850-1900, ce qui fait, mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est l'évolution, la variation, peu importe la valeur absolue de cette température. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, 20e siècle, on a une augmentation très rapide de la température. On voit tout à fait à gauche un intervalle de variation par rapport toujours à cette moyenne 1850-1900, qui est une estimation de la température il y a plus de 100 000 ans. En fait, au dernier interglaciaire. Entre les deux, il y a une période glaciaire qui a culminé il y a 21 000 ans. Et le dernier interglaciaire était plus tôt que l'interglaciaire actuel, en tout cas jusqu'à la fin du 19e siècle. Et maintenant, la température commence à atteindre la limite supérieure de cette estimation de la température reconstruite là aussi il y a 125 000 ans. Donc, vous voyez des messages clés du dernier rapport. Le réchauffement est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Donc, on voit que la température devient supérieure à la température que l'on a pu reconstruire il y a 100 000 ans. Donc, premier constat sur le climat, c'est-à-dire général, pour résumer. Et puis, un autre constat sur l'évolution de la concentration de contenu de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Je vais insister sur les mécanismes, on n'a évidemment pas le temps, mais j'insiste sur le cas particulier du CO2 parce que le dioxyde de carbone, en fait, c'est celui qui a le plus fort impact sur le climat et celui qui a une durée de vie la plus forte parmi les gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines directement et qui comptent et qui ont des concentrations suffisantes pour avoir un impact visible sur le climat. Alors donc le CO2, il est responsable en fait de 2 tiers du réchauffement lié aux activités humaines. Les autres gaz, c'est le méthane principalement et le protoxyde d'azote. Alors donc vous voyez là la concentration du CO2 telle qu'elle a été reconstituée à partir de carottages dans les glaciers. Ici c'est l'Antarctique essentiellement. C'est l'Antarctique et sauf à toute fin de la courbe, on a des carottages dans des glaciers continentaux et des observations atmosphériques. Donc on voit qu'on a atteint là des concentrations en fait c'est le message que l'on trouve ici, qui sont inégalées depuis au moins, alors c'est sur la figure 800 000 ans, mais en fait des études ont montré que c'est depuis au moins 2 millions d'années concernant le CO2 dans l'atmosphère. Pour le méthane et le protoxyde d'azote, on a moins de reconstruction. Les reconstructions n'ont pas pu être faites au-delà de 100 000 ans. C'est pour ça que l'affirmation se limite à cette période de 800 000 ans. Alors le CO2 est aussi important, je l'ai dit, c'est responsable de 2 tiers du réchauffement. Il est aussi important, et ça on ne le voit pas sur la courbe, parce que on estime, enfin c'était dans le rapport précédent, c'est pas dans le tout dernier, il y a entre 15 et 40% du CO2 qui est émis dans l'atmosphère qui sera encore là dans 1000 ans. Contrairement à ce qui était dit dans les premiers rapports, on parlait d'une échelle de temps de 100 ans pour le CO2. Oui, certains plus, mais comme la photosynthèse, par exemple, la dissolution du CO2 dans l'océan. Mais il y a d'autres mécanismes, mais ça c'est pour le CO2 qui est en contact avec la surface. Pour 20% à peu près du CO2, on va dire, avec une fourchette quand même très large, qui est émis par les activités humaines, eh bien, cette échelle de temps est beaucoup plus grande puisqu'elle dépasse 1000 ans. Alors, que devient le CO2 qui est émis justement par les activités humaines? Alors, deux sources principales.
qui sont l'utilisation des combustibles fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, enfin plutôt dans l'ordre charbon, pétrole, gaz naturel, dans l'ordre historique, et puis l'utilisation des terres, la déforestation, de sources quand même importantes, on le voit. Donc, on voit que ces émissions sont ensuite absorbées pour partie, enfin, le CO2 qui est émis va être absorbé pour partie par les systèmes naturels, donc 31% par les surfaces continentales, photosynthèse essentiellement, la végétation, développement de la végétation, et 23% par les océans, la solution, mais aussi la biosphère marine. Et donc ça veut dire que pour les années, là c'est 2010-2019, la moyenne 2010-2019, il y a un petit peu moins de la moitié qui reste dans l'atmosphère. Mais comme je vous ai dit, après, cette quantité-là, elle peut rester beaucoup plus longtemps pour une part. Elle peut rester au-delà de 2000 ans. Alors donc, il y a un constat d'évolution du climat, il y a un constat d'évolution de la concentration des gaz à effet de serre, mais la relation entre les deux ne va pas de soi. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux variations qu'il y a une relation nécessairement de cause à effet. Là, il y a aussi de polémiques, de controverses avec des climato-sceptiques qui faisaient de corrélations, d'ailleurs pas très stables statistiquement, mais ils les faisaient entre activité solaire et variation de température. Évidemment, non, on sait, et d'ailleurs ce diagramme l'illustre, on sait que la variabilité solaire et le volcanisme, et la courbe qui est en bleu ici, ne peut pas expliquer la variation de température entre 1850 et 2000. Si on ne prend en compte que le facteur nature de variation du climat, eh bien, le climat aurait dû rester stable. Alors que, donc, au contraire, c'est la courbe qui est en noir. Ce qui a été observé, c'est une augmentation qui est estimée maintenant à 1,2 degré depuis la fin du 19e siècle. Et on voit que quand on prend en compte dans les simulations climatiques les facteurs, on arrive effectivement interpréter. Et donc, ça, ce n'est qu'une illustration. Il y a bien d'autres travaux, bien sûr. Et donc, la phrase clé, cette fois, du rapport, c'est que l'influence humaine sur le système climatique est maintenant un fait établi et sans équivoque que l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre est le principal facteur de nombreux changements observés. Donc là, on le voit pour l'atmosphère en surface, mais aussi pour l'océan, les glaces et la biosphère. Alors donc, je parlais tout à l'heure des événements extrêmes. Là, vous avez par exemple l'illustration de la canicule de juillet 2019. Là, on sort des travaux directement d'expertise du GIEC. Ces travaux-là ne sont pas cités, ils sont ultérieurs et ils sont le fruit de travaux d'équipes de recherche qui sont à Toulouse d'ailleurs et qui montrent que finalement la canicule de 2019 a été affectée, celle de juillet en particulier, mais c'est vrai de celle de juin, d'autres travaux le montrent, a été affectée par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Elle a été plus intense ça c'est ce qui a été estimé, de 1,5 à 3 degrés en plus du fait de ces émissions liées aux activités humaines. Et puis on sait aussi, d'après ces études, que en 2040, ce type d'événement devrait être 4 fois plus fréquent par rapport donc à son probabilité d'occurrence en 2019. Donc ce genre est nouveau. Enfin, ça a commencé après la canicule de 2003 pour les toutes premières, mais maintenant c'est assez systématique. Et si ça intéresse sur ces attributions des événements extrêmes, il y a un site internet qui s'appelle World Weather Attribution et qui permet de, voilà, de revisiter en fait des événements climatiques, météorologiques aussi du passé récent pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être interprétés, mais avec des preuves scientifiques en termes d'impact des activités humaines. Bon, alors il y aurait beaucoup à dire, là je pense que je n'ai pas le temps, mais il y a aussi, donc maintenant ces travaux sont très avancés, il y a aussi le risque de surattribuer les événements extrêmes qui se produisent, de les surattribuer aux effets des activités humaines. Non, un cyclone n'est pas dû humaine en tant que telle, malgré des communications que l'on peut entendre, y compris de la part de gouvernements. Et là, il y a tout de même un risque parce que des négociations internationales sur les dommages, par exemple, sont fondées parfois sur des idées fausses. Donc là, il y a un point de vigilance. Donc, peut-être maintenant, juste pour terminer 5 minutes, donc qu'est-ce qu'on peut dire du climat futur avec une série de courbes là, qui illustre les émissions possibles
de gaz à effet de CO2 liés à l'utilisation des combustibles fossiles et à la production de ciment. Production de ciment, c'est 10% en fait du total, à peu près. Et confronté, donc ce sont les courbes de couleur pour le futur, confronté aux émissions historiques reconstituées, des déclarations des différents pays, mais d'autres estimations plus. Et donc, on arrive à deux scénarios extrêmement larges qui sont mis en évidence. Un scénario qui est un scénario dit laisser faire, mais c'était laisser faire des années 70, 80, 2000. Heureusement, on n'est pas sur ce scénario-là. Vous le voyez, la courbe, c'est un petit peu infléchi. Finalement, on arrive à stabiliser les émissions. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça s'arrête à 2019 pour prendre en compte quand même non plus crise sanitaire qui est pas représentatif et qui n'a que des faits que sur 1 ou 2 ans. On n'est pas encore revenu à une situation tout à fait normale. On voit quand même quitter ce scénario qui conduirait à un réchauffement de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, en 2100. Et le scénario d'émission du bas, avec ce qu'on appelle neutralité carbone, on capte autant de carbone qu'on en émet, autour là de 2070, avec la courbe bleue, le réchauffement serait de l'ordre de 2 degrés. Vous savez peut-être déjà que pour stabiliser 1,5 degré, il faudrait atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà, donc quelques messages clés qui sont extraits de cela. D'abord, les activités humaines peuvent produire en 250 ans, c'est-à-dire entre 2100 et la fin du 19e siècle, donc 1950, 1850, un réchauffement climatique équivalent à celui produit par la nature en 10 000 ans. Voilà, quand on est passé du maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, à l'Holocène, en 10 000 ans, le climat s'est réchauffé de 4 à 5 degrés, entre 3 et 8 degrés, c'est la meilleure estimation, plus large, fourchette, mais c'est de l'ordre de grandeur que ce scénario du laisser-faire. Donc, il faut confronter ces échelles de temps. C'est ça qui fait la singularité, évidemment, du changement climatique, rapidité, et origine, bien sûr. Un réchauffement de 1,5 degré au cours par rapport aux valeurs préindustrielles sera probablement atteint autour de 2030, même peut-être avant, pour une année, puis ensuite, la température pourra rebaisser parce qu'il y a une variabilité interannuelle, mais durablement, c'est-à-dire pendant une décennie, ça devrait être atteint déjà de 2030. Par contre, on peut quand même arriver à stabiliser le réchauffement à la fin du siècle à ce niveau d'1,5, quitte à avoir un petit peu dépassé 1,5 et puis y revenir. Et puis, donc, pour ces scénarios, ce scénario de stabilisation du climat 1,5 avec une chance sur 2 et qui correspond à un scénario de limitation à 2 degrés avec 2 chances sur 3, à 2100, à la fin de ce siècle, eh bien, tous les scénarios qui ont été considérés jusqu'ici présentent tous un pic d'émissions globales de gaz à effet de serre qui est compris entre 2020 et 2025 et suppose la prise en compte de mesures immédiates. Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un petit peu ce qui a servi de base à un décompte qui est fait par des associations qui, vous aurez compris, qui ne s'appuie pas sur les bonnes hypothèses. Il s'appuie en réalité sur une dépêche de l'agence France Presse qui a déformé cette phrase-là. Bon, je vais peut-être y revenir à la discussion. Mais donc, traduction en France de ce changement climatique, avec les deux scénarios types là, qui ont été isolés. En hiver, ça se traduirait, vous voyez, avec différents horizons proches, 2021, 2050, 2041, 2070, 2100, par un réchauffement qui est de 2 degrés encore en France, avec une variabilité géographique, mais qui n'a pas grand sens, parce qu'on n'est jamais aussi petit que l'échelle d'une région, d'une grande région, d'un grand quart du pays. Alors, donc, mais le message ici, c'est que après un réchauffement que l'on atteint en 2050, enfin juste avant 2050, la température ne serait plus avec ce scénario sobre. Alors qu'avec le scénario du laisser-faire, vous voyez la température augmenter pour atteindre 5 à 6 degrés à la fin du cycle, été en particulier avec de plus fortes augmentations qu'en hiver. Alors, il y a un article qui a été publié il y a peu de temps, c'était en octobre dernier, qui indique que même avec le scénario de développement global actuel, on est sur une trajectoire de 2 degrés à l'échelle mondiale.
si on prend en compte toutes les mesures qui ont été implémentées à la fin de 2020. Ça, c'est du dernier rapport du GIEC, et pas forcément les promesses qui ont pu être faites. Donc, on a un réchauffement de 3,2 degrés. Même avec ce type de réchauffement-là, autour de 3 degrés, on peut être en France sur le scénario du laisser-faire, c'est-à-dire le scénario du pire. Ça, c'est un résultat nouveau qui a été obtenu en triant les résultats des simulations, en essayant de faire plus confiance aux simulations qui simulent le mieux le climat. Voilà, donc point d'attention là aussi, parce que finalement, c'est dans la grande fourchette des projections, bien peut-être que malgré tout, et dans la fourchette, la partie haute de la fourchette, si on sélectionne les modèles suivant des critères plus objectifs. Mais ce n'est qu'une étude. Alors, donc, restons prudents. Le GIEC ne s'appuiera jamais sur une étude particulière, par exemple, hein. Ce qui est important, c'est de considérer un ensemble. Là aussi, dans les médias, sciences, quand on entend parler d'une publication, ça n'est jamais qu'un résultat qui doit toujours être confronté à d'autres. Et toutes les en sciences physiques, on le sait bien, il faut toujours être capable de reproduire l'expérience. Voilà, donc être plus de confiance. Alors donc, j'en termine pratiquement. Pour les événements extrêmes, je terminerai avec les événements extrêmes, mais je commence donc par un certain nombre de messages qui concernent le climat moyen en France. Les températures pour les 20 prochaines années, de toute façon, vont augmenter, et cela, quel que soit le scénario sur lequel on va se situer. La hausse des températures, par contre, à la fin du siècle, pourrait varier d'un facteur de 1 à 4 suivant le scénario d'émission sur lequel on se trouve. Et quant aux précipitations, elles devraient peu évoluer, mais les contrastes saisonniers devraient un petit peu s'accentuer avec un peu plus de pluie en hiver, un petit peu moins en été, en particulier dans le sud-est. Et pour ce qui concerne les extrêmes, ce à quoi on s'attend, vagues de chaleur évidemment estivales plus fréquentes, longues et plus intenses, des sécheresses agricoles, parce que ce n'est pas seulement lié aux précipitations, mais comme vous le savez peut-être, à l'évaporation des sols et donc à la température. Même si les précipitations évoluent, les risques de sécheresse, lui, va augmenter de façon certaine à cause de l'augmentation de la température et de l'évaporation des sols. Et donc, juste connaître des sécheresses qui n'ont jamais été observées ici en France. Et pour tous les scénarios, on s'attend à une augmentation des pluies aussi les plus intenses. Par contre, parce que le pire n'est pas sûr, de signal, aussi bien sur le passé d'ailleurs que sur le futur, concernant l'augmentation du risque de vent fort pour la France métropolitaine. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Merci beaucoup pour votre invitation, pour réfléchir à ces thématiques importantes. Alors, mon propos sera beaucoup plus méthodologique. Il sera en fait centré sur le discours scientifique, plus précisément sur les rapports entre normativité et description. Alors, le rapport entre science et prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux oblige à se situer par rapport aux questions évaluatives ou normatives. Nous venons d'en avoir un exemple éminent. Et il peut y avoir des réticences à investir ces domaines à partir d'expertises scientifiques plutôt explicatives ou prédictives ou historiques. Cependant, abandonner le terrain n'est pas sans risque pour le débat public. Et ce sont aussi des enjeux de connaissance qui sollicitent légitimement l'attention des communautés de recherche, même parmi les chercheurs qui ne sont pas spécialistes de ce que l'on peut appeler les sciences normatives, hein, ou de ce qu'on appelait classiquement les sciences morales et politiques, comme l'éthique, la théorie politique normative, la sociologie normative des valeurs, l'économie normative ou le droit. Alors, je voudrais d'abord évoquer ce point, puis je mettrai en relief à partir de quelques exemples les interactions fortes entre information scientifique et normativité qui me semblent impliquées dans la prise de responsabilité scientifique. Ensuite, je proposerai de manière plus heuristique quelques pistes pour cerner des aspects spécifiques des approches ou problématiques environnementales, c'est-à-dire un peu comment les thèmes environnementaux sont structurés pour le dialogue ou l'examen au regard des liens information-normativité.
Alors, partons de la référence à une éthique descriptive, une éthique qui, parce qu'elle serait particulièrement descriptive, aurait de meilleures chances de s'adapter à l'état des techniques et des pratiques. Alors, on en trouve aujourd'hui de nombreux exemples. J'ai cité l'ouvrage qui me semble le plus représentatif, le plus abouti, celui de Martha Spranzi, Le travail de l'éthique, qui vient d'une approche largement expérimentale au contexte hospitalier. Il faut remarquer que cette expression renvoie à la description ou à l'analyse de la diversité des opinions éthiques, ce qui est aussi un objet pour la sociologie des valeurs. Souvent, quand c'est à grande échelle, on parle de sociologie des valeurs. Quand c'est à petite échelle, en essayant de développer des études de cas significatives, ça devient plus de l'éthique appliquée ou de la philosophie de terrain. Il y a bien une importance éthique des descriptions empiriques et de la description des rapports entre normes ou entre systèmes de normes. Et à mon avis, il ne faut pas trop simplifier les rapports entre positifs et normatifs, que ce soit pour les opposer ou bien pour essayer de rabattre l'un sur l'autre. Je pense qu'il faut souligner en particulier, mais ce n'est pas forcément une liste exhaustive, l'importance de ces rapports pour la description des manières de faire. Donc, quand on s'intéresse à l'interprétation et à la mise en œuvre de principes, ou à la sollicitation préférentielle de telle ou telle norme, par exemple donner beaucoup d'importance au réchauffement plutôt qu'à la croissance économique, ou bien l'inverse, eh bien, on est obligé de tenir ensemble la description des attitudes et le rapport à des normes qui ont bien une signification, puisqu'on s'intéresse à ces normes ou à ces principes en fonction de la signification qu'ils ont pour les agents. C'est important aussi pour décrire la prise en compte des contextes dans le maniement des normes ou des principes. On a besoin de décrire les contextes pour savoir comment l'application des normes ou principes est corrélée avec des contextes. C'est important pour la compréhension des enjeux tels que les voient les agents, de l'arbitrage entre différentes valeurs de référence. En fait, quand on décrit les débats sur des sujets de société ou des sujets environnementaux en termes d'arbitrage entre des valeurs, c'est toujours une simplification puisque les valeurs elles-mêmes sont mobilisées dans des conditions qui déterminent, des conditions empiriques, qui déterminent les enjeux de l'arbitrage entre ces différentes valeurs. Et puis aussi une importance en termes de description raisonnée pour la classification des attitudes. On a souvent besoin de classer les attitudes, de les mesurer aussi, en rattachant des groupes d'attitudes à des groupes de théories normatives. Par exemple, c'est ce qu'ont très bien fait Maxime Parodi et Michel Forcé à propos des attitudes face aux inégalités, en utilisant les théories normatives comme des points d'attraction des attitudes constatées chez des groupes de personnes. C'est important aussi pour les questions environnementales. On a besoin de classer, de mesurer des attitudes face au mode de vie, face à la consommation, face à l'énergie. C'est évidemment important. Et évidemment, il serait bon d'en comprendre la logique, de comprendre autour de quel groupe de raisons les conduites se déterminent. Et pour cela, on a besoin de corréler des approches normatives et des approches positives. Il peut y avoir différentes tâches relevant de l'établissement de jugements de fait en éthique. Ça peut concerner la description de l'évolution des formes sociales articulées autour des notions éthiques, la description des évolutions linguistiques et des usages sociaux des notions éthiques, la description de faits logiques concernant les rapports entre jugements ou entre arguments dans le champ de l'éthique, ou bien encore entre normes ou systèmes de normes. C'est ce que l'on fait par exemple dans la théorie du choix social ou en logique normative. Il est important alors de détailler un peu plus le sens d'une démarche qui donne du poids à des aspects descriptifs sans laisser croire que les légitimes tâches de description remplacent les considérations éthiques. Ça, je crois que c'est un point important. Il faut essayer de situer pourquoi la description empirique importe.
Et on peut remarquer aussi que souvent, des avancées dans le recueil et le traitement des données ont des suites éthiques. L'éthique descriptive est souvent en réalité une éthique explicative ayant pour but d'expliquer, de clarifier, de coordonner entre eux les arguments et les jugements rencontrés dans la réalité empirique. Par exemple, dans des discours ou dans des réponses d'acteurs sociaux, etc. En montrant quel soutien ils se prêtent ou non mutuellement. Ce qui d'ailleurs peut s'écarter des relations logiques qu'on étudie sur le papier. D'une manière générale, on peut dire que l'information est une clé pour l'orientation dans le domaine moral. Quoi qu'il en soit, des thèses radicales sur l'intrication éventuelle des jugements normatifs et des jugements descriptifs empiriques, ça, ce serait c'est une question plus compliquée, mais qui n'a pas toujours des implications méthodologiques directes. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose de très utile à considérer et assez consensuel. C'est le fait que l'information est une clé pour s'orienter dans le domaine moral, parce que tous les jugements moraux n'ont pas besoin des mêmes types d'informations. Et donc, il faut corréler la recherche d'information et l'orientation morale. C'est ce qu'avait très bien exprimé dans un article classique de 1969 l'économiste Amartya Sen, son travail sur l'analyse informationnelle des jugements moraux, qui reflétait assez largement sa collaboration avec le philosophe Richard Hare. Quelques exemples, le développement de la médecine fondée sur les preuves. C'est une mauvaise traduction, hein, c'est une traduction de l'anglais, en fait. En anglais, c'est evidence, donc plutôt les témoignages fiables, qui a donné une importance nouvelle aux questions de recherche et de traitement de l'information, en rapport avec des préoccupations normatives, comme le droit aux soins adéquats, avec le consentement éclairé, dans le cadre de principes de bienfaisance, etc. Deuxième exemple, le travail d'enquête coordonné par le GIEC, qui a fait émerger la problématique de la lutte contre le réchauffement climatique au plan éthique, tout en renouvelant la critique du système capitaliste et de son inefficacité dans les réceptions de ce travail, même si le GIEC, on l'a vu, s'astreint à une certaine objectivité. Troisième exemple, l'évaluation coût-bénéfice ou bénéfice-risque, est-elle neutre ou pas? Donc là, je ne fais que mentionner le problème. Ma réponse serait qu'elle n'est pas neutre. Elle fait intervenir évidemment des référentiels éthiques à travers la manière de tenir compte des risques, le choix des valeurs de référence à partir desquelles on quantifie. Il faut se prononcer sur ce qui est un bénéfice, sur ce qui est un risque. Alors évidemment, il y a des procédures de mesure qui sont associées et qui donnent parfois l'illusion qu'on est dans une perspective moralement neutre, mais il y a, je crois, un très large consensus maintenant pour considérer que c'est jamais moralement neutre. Et en même temps, ce sont des approches qui donnent à voir une imbrication forte des jugements de valeur et de la description ou de la mesure d'une manière intéressante. Quatrième exemple, l'émergence des données satellitaires crée aujourd'hui une responsabilité d'aller voir les réalités sans se contenter des mensonges d'État peu soucieux de la vérité, par exemple sur la pollution atmosphérique ou maritime. Donc des exemples de corrélation. Il faut assumer l'engagement de considérer avec attention ce qui met en cause certains principes face auxquels les citoyens éclairés et les institutions publiques ne sont pas neutres et ne sont pas censés l'être non plus. C'est là le point important. Donc, des principes par rapport auxquels on n'a pas de raison de postuler la neutralité. Au passage, on peut noter que certaines attentes de neutralité, je le mets entre guillemets, véhiculées par des conceptions hyperboliques de l'intégrité scientifique, sont potentiellement néfastes à cet égard, parce qu'elles constituent à propager le mythe d'une neutralité parfaite. À ce moment-là, par exemple,
comment faire de la médecine, puisque la médecine est orientée par des jugements de valeur, à la différence de la biologie. Et d'autre part parce qu'elle retarde la prise de conscience de l'utilité de l'explicitation et de l'exploration des points de vue normatifs mobilisés, de leur rapport à l'information traitée et aux actes d'appréciation, d'évaluation, etc. Il est néanmoins crucial de distinguer analyse normative et engagement normatif en première personne, pour ne pas confondre analyse ou effort de compréhension et idéologie. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est plus que jamais important dans le débat public. Il y a une confusion très nette, assez fréquente à ce niveau, et qui perturbe énormément la compréhension des messages venus d'un certain nombre de disciplines. Alors, je voudrais, de manière plus heuristique, essayer de repérer quelques spécificités des approches et des problématiques environnementales du point de vue de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire les rapports entre jugement de fait empirique et normes. Alors, on peut remarquer d'abord que l'environnement se voit en général attribuer un spectre assez large. Chez Larousse, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. Dans le Robert, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. L'impulsion donnée à l'usage de la notion par la géographie humaine, par exemple chez Vidal de Lablache, avec son attention au milieu et au genre de vie, a bien montré l'importance de la dimension sociale, même si aujourd'hui, on emploie souvent le terme environnement pour renvoyer plus spécifiquement à ce qui nous entoure du point de vue des écosystèmes naturels, parce que on différencie l'environnemental et le sociétal, ou l'environnemental et le social. Les questions environnementales, en tout cas, ne se réduisent pas aux questions écologiques. Ce sont les enjeux relatifs à ce qui est conçu ou construit comme un environnement, ce qui tourne autour de l'action, des relations, des institutions ou des interactions. Et cela va-t-il avec certaines manières d'argumenter et d'articuler l'information à la normativité? C'est ce que je voudrais examiner. Donc il me semble, mais là je suis moins sûr de moi que pour ce qui précède, que les questions que l'on aborde comme des questions environnementales partagent habituellement quelques caractéristiques qui, si j'ai raison, les qualifieraient comme des questions environnementales. En particulier, leur émergence dans les pratiques, dans les opérations institutionnelles et dans les transmissions autour d'enjeux communs témoignent des choses suivantes. D'abord, on admet qu'il y a une capacité de chacun à influer conjointement avec les autres sur la situation de chacun et sur les conséquences attendues des actions de chacun. L'environnement renvoie à une sorte de pot commun. Il y a aussi le fait que les impacts résultants sont tels que certains acteurs sociaux, à certains endroits, ne peuvent qu'y être exposés. Les acteurs ne peuvent s'y soustraire qu'en modifiant substantiellement leurs activités. Il y a souvent la prise de conscience d'irréversibilité dans les évolutions, conditionnellement à certaines décisions ou à un certain manque de décisions à des moments donnés de l'histoire de la Terre. Ce sont des irréversibilités qui nous donnent l'assurance que les décisions qui font prendre les mauvais embranchements sont des décisions qui ne pourront en aucun cas être ratifiées ou honorées par les générations futures, dans la mesure où ces décisions auront contribué à causer des dégradations sans retour du contexte de la vie. Donc ça ne passerait pas les critères normatifs habituels, comme le critère du contrat social, le critère d'acceptabilité universelle de Kant. Également, la capacité à reconnaître que dans certaines structures d'interaction, le problème de la mauvaise insertion environnementale, par exemple une pollution catastrophique, n'est pas réductible à de mauvaises relations entre des agents donnés.
Même si dans le monde contemporain, nous sommes habitués à des stratégies consistant à nommer les méchants, donner des mauvaises notes aux gens qui ne font pas assez d'efforts, déclasser certains placements financiers, etc. Donc il y a bien un aspect personnel, mais la question environnementale elle-même ne me semble pas liée à des personnes physiques particulières ou à des personnes morales particulières. Il n'y a rien de personnel dans le fait que les récriminations soient à l'ordre du jour. Et dans le tort subi, ce n'est pas l'identité du fauteur de tort qui est en cause, mais son insertion dans un système d'interaction, son rôle dans un système de rôles sociaux. Et c'est dans des rôles sociaux que certaines règles du jeu sont mises en œuvre d'une manière inadéquate, ce qu'on peut décrire à la manière d'une substituabilité de principes entre les agents ou entre les causes ou les intérêts qu'ils portent. Et je crois que c'est une source d'objectivité pour les questions environnementales, malgré des débats publics qui restent marqués par l'attention spécifique aux vertus présumées de tel ou tel acteur, en particulier des entreprises qui sont gentilles et des entreprises qui sont méchantes, en oubliant les déterminants des décisions professionnelles de ces entreprises, alors que c'est fondamentalement ce qui est en jeu. Alors on peut peut-être progresser dans l'analyse en utilisant quelques points de comparaison permettant d'apercevoir des différences significatives. S'agissant de choses telles qu'un environnement professionnel ou un environnement institutionnel, les descriptions de ce qui affecte les uns ou les autres ne sont pas toujours impersonnelles. Souvent, en fait, on se réfère, quand on utilise ces expressions, d'abord, implicitement au moins, à des personnes particulières. Mais c'est un usage qui semble assez marginal et on comprend pourquoi. Ce n'est pas l'environnement même qui est alors en cause, mais plutôt des personnes particulières ou des liens particuliers que cet environnement abrite. L'environnement lui-même pourrait conserver sa structure alors que ses aspects particuliers subiraient des changements. Les cas dans lesquels on tient vraiment à utiliser le mot environnement, ce sont des cas en général marqués par un souci d'objectivité. On cherche à décrire une situation par essence réplicable en renvoyant derrière les êtres particuliers, leurs relations particulières, à des types ou figures susceptibles d'être reproduits ailleurs. Par exemple, un environnement informatique ou un environnement culturel a un aspect nettement impersonnel. Et le fait de parler d'environnement semble comporter aussi la possibilité d'une réitération au sens botanique, l'émergence possible d'activités diversifiées ou ramifiées, mais partageant une même structure, une forme commune, sur la base de schémas d'inscription semblables dans ce qui est autre ou ambiant, dans ce qui nous environne. Par exemple, dans un environnement professionnel et en suivant sa structure, on peut créer un environnement plus restreint, des sous-comités, etc. À la différence de ce qui vaut pour le voisinage, on peut, je pense, envisager la propriété suivante. L'environnement n'est pas limité à des relations privées respectées comme telles. Ces enjeux, les questions environnementales, ont une dimension d'emblée publique, au sens où ce sont des questions qui s'insèrent dans la concertation ou la délibération autour de références communes fixant les répertoires d'action des uns et des autres, donc à travers des normes communes. Ces questions concernent donc aussi une dynamique des normes, puisque la référence à ces questions abrite des contestations des prérogatives existantes ou des rôles existants. Même lorsque les causes de l'émergence de ces questions tiennent à des comportements privés, par exemple de dégazage dans la mer, dans des domaines que l'on pourrait croire privés, comme le business d'une entreprise, ces questions ou problèmes peuvent être décrits comme mettant aux prises d'une part des agents, d'autre part un contexte à interroger d'une manière critique. Le fait que le contexte émerge d'une manière ou d'une autre
par l'intervention de ceci ou de cela n'est pas constitutif du problème qu'il pose. Dans le registre environnemental, nous sommes impactés par des sources communes, y compris notre propre comportement, qui opèrent sur les uns et les autres d'une manière impersonnelle. Dès lors, aborder le problème, ce ne peut pas être seulement arbitrer entre des prérogatives privées en s'astreignant d'emblée à respecter par principe ces prérogatives. Il y a un élément dynamique, il faut faire évoluer les prérogatives d'action et en particulier, dans certains cas, restreindre les prérogatives d'action unilatérales, la possibilité de décider tout seul parce que c'est mon affaire ou nos affaires. Par là, l'environnement est associé à des changements à travers le temps, des références fixant les prérogatives. On peut dire que c'est une dimension politique. Je crois que ça permet de comprendre pourquoi il y a une sorte de porosité entre les préoccupations environnementales et les préoccupations d'écologie politique. On peut souhaiter limiter, bien sûr, l'emprise des considérations politiques, mais je crois qu'il faut s'interroger aussi sur les raisons qui font que l'on passe si facilement d'un registre à l'autre. Il y a une porosité qui, à mon avis, tourne autour de cette propriété. À la différence des questions de voisinage encore, il est loisible d'observer que le contentement ou le mécontentement subjectif dans les relations ne peut pas être le dernier mot. On s'intéresse à des références plus objectives. Par exemple, on s'intéresse à l'air de bonne qualité que l'on respire. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des gens qui souhaitent respirer un air de mauvaise qualité ou qui se complaisent dans la respiration d'un air de mauvaise qualité. Mais on a bien besoin d'une référence objective commune, partiellement conventionnelle, qui dispense d'entrer dans le détail de la connaissance précise des relations des uns avec les autres ou des préférences des uns et des autres. Dans le cadre de relations de voisinage, il est possible que l'attitude personnelle des autres conditionne ma volonté d'agir dans un sens ou dans l'autre, dans un domaine semblablement personnel, et sans qu'il en aille d'une affaire publique. C'est le cas dans des problèmes qui ont beaucoup intéressé la théorie de la décision, par exemple le paradoxe de Guibart, le paradoxe du choix des costumes d'Alan Guibart en 1974, ou bien le fameux dilemme du parisien libéral d'Amartya Sen en 1970. Des exemples classiques d'externalité de préférence. Dans ces exemples, ce qui est troublant, c'est que les interactions entre les acteurs rendent difficile de considérer une volonté claire d'agir dans un sens ou dans l'autre chez les acteurs eux-mêmes, du fait de leurs interactions. Et ça, je crois que c'est exactement ce qu'on n'a pas dans les questions environnementales. On n'a pas affaire à des relations de ce genre-là. Dans les questions qui peuvent valoir comme environnementales, on tient à ce que les jugements prêtés aux acteurs sur la valeur comparée de certaines choses qui concernent leur vie personnelle aient un sens bien défini, quelles que soient les attitudes des autres. Il importe de pouvoir dire, par exemple, que les personnes ont le droit de respirer ou souhaitent en un sens social, collectif, de l'air moins pollué par comparaison avec de l'air plus pollué, et souhaitent pouvoir laisser jouer leurs enfants sur des terrains non radioactifs. De telles préférences, prêtées aux agents d'une manière péremptoire, sont constitutives des problèmes environnementaux que l'on pose. On peut dire qu'elles balisent le champ du dialogue. Et elles ne dépendent pas précisément des attitudes, des attitudes des autres dans des domaines qui leur seraient personnels. Donc on peut résumer cela en disant qu'il n'y a rien de co-personnel dans la manière environnementale pour une action d'impacter l'appréciation de la valeur d'autres actions. Cette dimension impersonnelle peut certainement conduire à contester deux prétentions fréquemment associées au maniement d'une logique de marché.
ou d'une recherche de solutions à des problèmes environnementaux, qui seraient fidèles par principe à une logique de marché. D'abord, la prétention à l'inclusion dans une sphère privée. Au contraire, l'existence d'un impact impersonnel donne aux agents des raisons de se juger confrontés à une affaire publique, tenant aux conditions du vivre ensemble. Les décisions privées ne restent pas incluses dans un domaine purement privé. D'autre part, remise en cause du postulat d'adaptation nécessaire des règles publiques aux relations privées, par exemple des règles de propriété privée. Au contraire, les problèmes environnementaux ont tout leur rôle dans une dynamique des normes qui rebat les cartes en ce qui concerne les prérogatives unilatérales, les prérogatives supposées associées à des domaines privés des personnes physiques ou morales. Donc, en conclusion, s'engager en commun dans l'examen de questions d'environnement, c'est postuler des enjeux communs. Cela se traduit, il est raisonnable de le supposer, du moins, par des éléments communs dans les appréciations, des améliorations ou des détériorations fixant un ordre partiel commun dans la comparaison des situations et des irréversibilités problématiques. Les évaluations restent diversifiées, mais en jouant le jeu de la délibération dans une perspective environnementale, on admet qu'elles ont des éléments communs. C'est une jauge commune liée à l'adoption même d'une perspective de ce genre. Donc il y a un travail social en quelque sorte autour de l'environnement. Des caractéristiques examinées, ou plutôt suggérées, puisque c'est un travail personnel, là. Il résulte une soustraction des enjeux aux détails des identités et des ajustements interpersonnels. La perspective qui en ressort est comme naturellement conséquentialiste. Tout se passe comme si le débat environnemental était préparé de la sorte, fondé sur les conséquences, c'est-à-dire que pour apprécier le bien fondé des actions ou des formes d'organisation, on s'intéresse aux qualités des conséquences, et seulement à cela. Cependant, à la différence de ce qui vaut pour de nombreuses approches dites conséquentialistes, en particulier les approches utilitaristes, l'indépendance par rapport au jugement subjectif est importante. La jauge que l'on postule repose sur des éléments d'appréciation communs, partiellement conventionnels, que l'on peut souhaiter aussi objectifs que possible. Là, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour votre accueil. Donc, je suis Sarah Shepherd, très bien prononcée. Je suis sud-africaine d'origine, mais en France depuis un long moment maintenant. Je suis en reconversion professionnelle. Donc, j'ai travaillé dans la publicité digitale à Paris pendant 10 ans. Et justement, les questions de l'écologie, consommer moins, l'éco-anxiété faisaient partie de mes réflexions quand j'ai décidé de me reconvertir. Je m'intéresse surtout à tout ce qui est la psychologie de l'environnement et je fais actuellement un master 2 de psychologie de la santé. Je fais un projet de recherche autour de l'éco-anxiété. Et normalement, j'espère enchaîner sur un doctorat cette année sur les comportements et les facteurs psychologiques qui influencent ou motivent les comportements pro-climat. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'éco-anxiété et pour faire un petit état des lieux de l'éco-anxiété. Donc, quelques chiffres sur le climat. C'est pas du tout parti, donc c'est très bien présenté. Ce sera plutôt comment ces chiffres sont présentés au grand public, quels sont des chiffres auxquels on a accès, comment on reçoit ces messages. L'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est? Quelques définitions, quelques concepts, des témoignages et prévalences. Et puis, ce qui fait débat en ce moment, est-ce que l'éco-anxiété est une pathologie ou est-ce que c'est plutôt une réponse adaptée à la situation? Et puis, quelques outils d'évaluation qui existent à l'heure actuelle qu'on peut utiliser pour la recherche et notamment pour pouvoir avancer dans la recherche de manière plus homogène, pour avoir des chiffres homogènes et standardisés. Donc,
les informations qu'on peut trouver dans la littérature autour des effets des changements climatiques sur la Terre, ben, tout le monde est d'accord pour dire que la Terre se réchauffe. Jusqu'à là, vous validez que le nombre de catastrophes liées au climat a triplé au cours des 30 dernières années, que voilà, il y a la neige qui fond et il y a la mer qui monte. Alors, j'ai prévu de vous montrer une petite vidéo, donc on va voir si ça va fonctionner. Donc, et du coup, le temps que ça se lance, peut-être je peux juste vous dire que vous pouvez faire attention aux messages, aux chiffres, etc. de cette vidéo, mais essayez de garder en tête qu'on est plutôt pour parler de l'aspect psychologique et regardez comment ces messages sont présentés, ce que ça vous fait. Voilà, je vous laisse avec ça. Sachez que ça, en plus, c'est vraiment une communication officielle qui est présentée par l'Organisation météorologique mondiale, donc l'organisme des Nations Unies fait autorité. Donc voilà, en plus, on peut tomber sur d'autres sources qui font encore plus appel aux émotions que ça. Après quand les gens commencent à se sentir concernés par le climat, donc c'est-à-dire après la canicule en France, ou si il y a des inondations, etc., on a tendance à aller rechercher plus ces informations. Et aussi, si on est sur les réseaux sociaux, grâce à l'algorithme, une fois qu'on commence à rechercher ces informations-là, ben, on a accès encore plus à ces informations-là. Donc, ça fait bien la transition. Donc, l'éco-anxiété. Quelques définitions de ce que c'est réellement. Donc, Susan Clayton, une psychologue et une chercheuse chez Harvard, qui dit que l'éco-anxiété est une peur chronique du malheur environnemental. Il y a Albrecht qui nous propose en 2012 la définition de le sentiment généralisé que les fondements écologiques de l'existence sont en train de s'effondrer. Et encore Albrecht, mais cette fois-ci en 2019, que l'éco-anxiété est une inquiétude non spécifique concernant notre relation aux environnements. Donc, on voit bien les tendances de l'émotion, donc la peur, quelque chose de plutôt existentiel, est lié à l'effondrement. On peut aussi parfois entendre parler du climate grief ou deuil climatique en France. Donc là, c'est Ashley Consalou en 2018 qui nous propose cette définition. La douleur ressentie suite aux pertes ou des pertes anticipées des espèces, des écosystèmes et des paysages précieux. Donc en anxiété, il y a vraiment une sorte de futurisation, cette peur pour un avenir incertain. Alors qu'en fait, on peut déjà parler de ce qui est perdu. Il y a déjà des personnes du coup qui se sentent une sorte de deuil pour la situation actuelle.
Albrecht, donc australien, qui a parlé de la solastalgie déjà en 2007. La solastalgie qui définit comme la détresse produite par les changements environnementaux et en un impact sur les personnes alors qu'elles sont directement connectées à leur environnement domestique. Donc, il y a également Ashley Consalou au Canada qui travaille sur cette même question. C'est par exemple au peuple ou à la communauté inuit qui a toujours habité dans la neige, qui a un certain savoir-faire, une culture, voire une identité adaptée à cet environnement qui disparaît, qui rend obsolète leur manière de vivre. C'est dans ce cas-là qu'on peut parler de solastalgie, solastalgia en anglais, qui touche donc des personnes qui ont déjà subi des conséquences du réchauffement climatique. Donc, les impacts psychologiques des changements climatiques, on peut avoir des impacts directs, donc comme le syndrome de stress post-traumatique, des personnes qui ont été présentes dans des inondations, dans des feux. Plutôt des impacts indirects, donc comme le stress, l'inquiétude, l'incertitude, et puis tous les impacts plutôt de l'ordre psychosociaux. Donc, ils peuvent être par exemple liés aux ressources de plus en plus rares. Qu'est-ce que ça fait de vivre quelque part, n'a pas accès à l'eau? Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui vivent là-dedans et leur bien-être, leur manière d'aborder le monde? Alors, on constate qu'il y a une comorbidité importante entre l'éco-anxiété et d'autres troubles psychologiques. Donc, si on part du principe que 12% de la population mondiale souffre d'un trouble psychologique, ça veut dire que 12% de la population est à risque ou à un risque supplémentaire d'être éco-anxieux. Voilà, on parle de justice climatique, donc c'est souvent des personnes les plus pauvres ou plus marginalisées qui sont affectées le plus et que du coup vient rajouter euh, des, euh, des difficultés psychologiques à ces personnes. Alors, pour quelques premiers chiffres de la prévalence, je vous mets ces chiffres-là qui sont présentés par Thomson, publiés en 2021. Ça varie pas mal d'une source à une autre, hein. Plus tard, on parlera des outils qui sont à notre disposition. Pour l'instant, ce sont des chiffres où on sait que les gens sont éco-anxieux, on sait qu'il y a une inquiétude. Après, ce sera bien d'avoir des chiffres qui sont un petit peu plus homogènes. Cet auteur parle de 56% des Australiens, 29% des Américains très inquiets et 30% des personnes en Europe qui se disent très ou extrêmement inquiètes. Bonne question. J'imagine que Thompson, en fait, je ne peux pas imaginer, il avait présenté en tant qu'Américain. Pour moi, ça signifie dans ma représentation les États-Unis, mais je ne peux pas parler pour lui. Très bonne question. Alors, en France, cette année, la Fondation Jean Jaurès a publié l'enquête du climat 2022, où en France, 80% des répondants disent que le changement climatique a un impact sur la vie quotidienne. Donc, qui sont les personnes concernées ou le plus concernées par l'éco-anxiété? Donc, c'est plus fréquent chez les personnes qui se préoccupent davantage des questions environnementales, donc des personnes peut-être ayant eu déjà une certaine prise de conscience ou une prise de conscience même peut-être perçue, en tout cas les personnes qui se sentent concernées. Ceux qui ont subi certains effets du changement climatique. Alors, dans la littérature, on postule qu'il y a un trait de personnalité qui est le neuroticisme, qui serait associé
a une tendance à éprouver différentes émotions telles que la peur et l'anxiété. Et donc, on postulerait que, par extension, ces personnes-là auraient également tendance à être éco-anxieux et particulièrement répandu chez les jeunes adultes. Donc, la Fondation Jean Jaurès, toujours, l'enquête climatique 2022, parmi 10 000 répondants de 16 à 25 ans dans 10 pays. Les répondants en France, il y a 60% entre 16 et 25 ans qui se disent très inquiets ou extrêmement inquiets. Cette étude de la Fondation Jean Jaurès, qui cette fois-ci était une étude qualitative, hein, donc parmi une trentaine de personnes qui se disent déjà éco-anxieux, on les a interviewés. Ce qui ressortait beaucoup, c'était cette émotion de la colère, plus que la tristesse. Une colère d'un constat d'avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts ou de voir quelque chose qui est en train de se passer et d'avoir l'impression que l'entourage fait un peu l'autruche ou qu'il n'y a pas assez de choses qui se passent. Donc, voilà, le constat d'une inaction perçue. 70% des répondants disent qu'ils ont changé de mode de vie ou mode d'alimentation, notamment en mangeant moins de viande. Et 37% des 16 à 25 ans disent qu'ils hésitent à avoir des enfants à cause justement de cet avenir incertain perçu. Sur les réseaux sociaux, il y a même les groupes de soutien. Si ça apporte de soutien ou non, ça, je ne suis pas vraiment là pour le dire. En revanche, on peut lire les témoignages qui, voilà, par exemple, cette première qui dit: «Avec mon compagnon, nous parlons enfants, mais je suis vraiment angoissée par rapport à ça. Comment gérer l'envie d'enfant alors que je ne pourrai jamais leur garantir un avenir sûr? Un jour, j'ai envie de me lancer et le lendemain, je me dis que c'est égoïste de ma part». Donc on retrouve une sorte d'ambivalence. Le lendemain, c'est ça. Et on trouve aussi une sorte de culpabilité. Et notamment, cette culpabilité de faire un enfant est quelque chose qui ressort beaucoup chez les jeunes éco-anxieux. Déjà, double culpabilité. Déjà de assister à une surpopulation de la Terre et épuiser les ressources, et également laisser derrière un enfant avec un avenir incertain perçu. C'est pas la prise de conscience en lien avec l'environnement qui a créé mon électrochoc. Ça fait presque 10 ans que je suis engagée envers notre planète. C'est plutôt la prise de conscience concernant les humains qui m'a achevée. Ces humains qui sont faibles, inconscients et désengagés. Donc, voici le genre de propos que les gens peuvent publier, ressentir et qui cherchent à partager. Donc ici, on retrouve cette frustration, colère et plutôt pleurer tous les soirs, plus pouvoir trouver de réel confort autour de moi puisque la plupart des gens n'en sont que au début de leur éveil quant à la situation ou font tout simplement l'autruche. C'est insupportable, c'est lourd, ça pèse quand peu de choses peuvent peser. J'ai été, et ça m'arrive encore parfois, tentée de me laisser glisser dans une mélancolie sans retour, dans un trou où, très violent, je me suis dit que seule la mort me délivrerait puisque le meilleur était derrière moi. Donc, dans ce message, on sent la tristesse, on sent vraiment le désespoir. euh, et, euh, et du coup, pour parler de ce qu'est l'éco-anxiété, j'ai déjà entendu du coup les gens me dire peut ressembler peut-être à un trouble d'anxiété généralisée. Je dirais que ça se rapproche
beaucoup de la dépression. On m'a même dit une fois, oui, mais les anxieux, ils trouveront bien de quoi s'inquiéter. Donc, et peut-être que c'est ça, hein, donc, ça pose question justement de qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Est-ce que ça fait partie d'un trouble d'anxiété généralisée? Est-ce que ça va de pair avec la dépression? C'est ce qui fait un petit peu débat dans la littérature en ce moment. Donc, on sait que si je suis en train de nager dans la mer et que je croise un requin, ben, il va se passer certaines choses dans mon corps. Voilà. Y a-t-il des médecins dans la salle? Ils vont pouvoir expliquer de manière plus efficace. Et tout va se mettre en route comme il faut que je puisse partir ou me battre. Chez les personnes qui souffrent des troubles de l'anxiété généralisée, par exemple, les circuits de peur sont dérégulés. Donc, on a beau à savoir qu'il n'y a pas de menace ou danger imminent, mais notre corps se met en route tout de même. Donc, avec l'éco-anxiété, est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que c'est imminent? On peut, d'ailleurs, encore Susan Cain, elle dit que pour elle, l'éco-anxiété est plutôt quelque chose qui est adapté. C'est une manière des êtres humains de répondre à quelque chose qui est en train de se passer réellement. Donc, l'anxiété en elle-même n'est pas forcément un trouble de santé mentale et ça peut avoir une fonction adaptative. Heu, En revanche, évidemment, l'anxiété et l'éco-anxiété peut devenir cliniquement significatif quand il y a difficulté, à réaliser les tâches, du quotidien, à sortir du lit, se concentrer, avoir des relations sociales. Est-ce que l'éco-anxiété est un levier pour, les actions pro-climat? Donc, c'est-à-dire que les qui sont éco-anxieux, heu, font plus, att de vie, était, dans la littérature, la réponse est peut-être. Donc, l'anxiété climatique pourrait servir de motivation pour encourager l'engagement et là, c'est encore Albrecht, par exemple, de l'éco-paralysie. Donc en fait, par exemple, si on pense à la vidéo qu'on a vue, à la fin de la vidéo, il y a des conseils qui sont proposés. Prenez le vélo, heu, recyclez et cetera. Mais est-ce qu'après, la vidéo, comment c'est présenté, de regarder un état de lieu où on a l'impression d'avoir beaucoup de mauvaises nouvelles, hein, qu'ensuite, est-ce que ces conseils semblent, efficaces? Est-ce qu'on se sent capable de les mettre en place? Est-ce qu'on a l'impression que ça va faire quelque chose? Heu, voilà. Donc certaines études montrent que les éco-anxieux, sont 2 fois plus susceptibles de déclarer qu'ils sont motivés à adopter des comportements pro-climat et d'autres, études, trouvent, le contraire. Donc pour l'instant, on ne sait pas si l'éco-anxiété, peut être est un donc ça signifie également pour la recherche, donc il y a des chiffres, mais pour pouvoir comparer des chiffres, il faudrait que déjà on puisse mesurer de manière homogène, si les gens sont éco-anxieux. Par exemple, quand on parle d'un levier, on a vraiment sur ce que ça signifie d'être, éco-anxieux. Parfois, par exemple, les gens se disent inquiets, c'est assez objectif. Donc, il y a Susan Clayton, donc Clayton et Karazia, qui ont, en 2020 publié le Climate Anxiety Scale, de 22 items qui évalue l'anxiété liée, au changement climatique. Donc cette échelle évalue l'anxiété, les difficultés cognitives émotionnelles. Donc là, par exemple,
il m'est difficile de me concentrer lorsque je pense au changement climatique, ou bien mes préoccupations au sujet du changement climatique m'empêchent de m'amuser avec ma famille ou mes amis. Voilà, ça mesure ou évalue également des fonctionnels. Donc, par exemple, mes préoccupations interfèrent avec ma capacité à faire mon travail ou mes tâches scolaires. L'expérience du changement climatique, par exemple, j'ai été directement affectée par le changement climatique. Et l'engagement comportemental, par exemple, je recycle ou j'éteins les lumières. Voilà. Hug, en 2021, qui est un Australien, a publié l'Ecological Anxiety Scale, qui est une échelle de 13 items qui comprend les 4 dimensions de l'éco-anxiété, les symptômes affectifs, rumination, symptômes comportementaux. Que cette échelle permet réellement d'évaluer l'éco-anxiété de manière différentielle, donc qui se différencie de l'anxiété de manière plus générale. Puis, il y a un chercheur américain qui a publié en 2021 le Climate Change Worry Scale. C'est l'échelle que je fais traduire en français et que je fais valider pour une utilisation en France, qui là va évaluer plutôt la fréquence de l'inquiétude chez les individus. Par exemple, je m'inquiète du changement climatique plus que d'autres personnes, ou je m'inquiète de la manière dont le changement climatique peut affecter les personnes qui me sont chères. Voilà, donc pour conclure, je pense que ce que ça signifie pour la recherche aujourd'hui, c'est que il nous faut justement ces outils qui nous aider à la littérature à avoir plutôt un regard plus homogène sur où on en est actuellement, qui sont réellement les éco-anxieux, et peut-être également euh, des projets de recherche au 25 ans. On peut partir du principe que 80% de ces jeunes seraient ou pourraient être éco-anxieux. Que référent. Merci beaucoup.